Bonjour YouTube, et bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est profondément personnelle. Elle parle de ces blessures invisibles que seule la famille peut infliger. Ce n'est qu'une infirmière, a crâné mon père devant tout le monde, le soir où je suis arrivée à la réunion de famille. Je venais de terminer 12 heures de service aux urgences. Quelques minutes plus tard, le mari de ma sœur m'a serré la main, puis il s'est figé, le visage blême, en regardant son téléphone. Ce soir-là, le masque de la famille parfaite allait tomber, et leur monde bien ordonné allait voler en éclats. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. Et ils allaient tous l'apprendre de la manière la plus brutale qui soit. Mais avant de vous raconter tous les détails de cette soirée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une petite tradition que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager et nous connecter les uns aux autres. Maintenant, laissez-moi vous planter le décor. Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans. Et pour comprendre cette soirée, il faut comprendre ma famille. On pourrait dire que ma famille, qui vit dans la très chic ville d'Arcachon, près de Bordeaux, a toujours fonctionné comme une entreprise. Une entreprise dont mon père, Gérard, était le PDG incontesté. À la retraite maintenant, il a passé sa vie à ne juger les gens que sur leur statut social et leur réussite financière. Dans cette entreprise familiale, les rôles étaient distribués depuis l'enfance, et malheur à celui qui sortait du cadre. Mon frère aîné, Antoine, 41 ans, était le vice-président, l'enfant prodige. Il travaille dans la banque d'investissement à Paris, porte des costumes sur mesure et ne parle qu'en termes de bonus et de portefeuille d'actions. Chaque dîner de famille se transformait en une présentation de ses derniers exploits financiers. Mon père buvait ses paroles, les yeux brillants de fierté. Antoine était son miroir, sa plus grande réussite. Ensuite, il y avait ma jeune sœur, Camille, 36 ans. Elle était la directrice marketing, le visage de la marque familiale. Elle s'était mariée jeune avec Luc, un homme ambitieux travaillant dans les relations publiques, et n'avait jamais vraiment travaillé. Sa vie tournait autour des apparences, la maison parfaite, les enfants parfaits, les tenues parfaites. Pour mon père, Camille était la preuve de leur statut. Elle était belle, élégante, et avait fait un bon mariage. C'était tout ce qui comptait. Et moi, dans tout ça, j'étais la responsable de la logistique, le service d'entretien. La petite main invisible qui fait tourner la machine mais que personne ne remarque. J'étais Sophie, l'infirmière. Un mot que mon père prononçait toujours avec une pointe de pitié, comme si c'était un lot de consolation. « Ah, Sophie, elle a un grand cœur », disait-il pour excuser mon manque d'ambition à ses yeux. J'ai quitté la maison à 19 ans, non pas par colère, mais par instinct de survie. Je suis partie à Bordeaux pour faire mes études d'infirmière, loin de ce besoin constant de validation, loin de cette hiérarchie étouffante. Aujourd'hui, je suis infirmière principale aux urgences du CHU de Bordeaux. C'est un travail épuisant, chaotique, souvent déchirant. Je vois le pire de ce que la vie peut offrir, mais je vois aussi une humanité et une résilience incroyables. J'aime mon travail. Je sais qu'il a un sens. Mais pour ma famille, mon travail était un sujet de conversation embarrassant. Il ne brillait pas. Il ne rapportait pas de millions. Il ne pouvait pas être affiché comme un trophée. Alors, quand ma mère, Monique, m'a appelé la semaine dernière, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ma mère est une femme douce, mais elle a passé sa vie à jouer le rôle de pacificatrice, ce qui signifie en réalité qu'elle a toujours laissé mon père et mes frères et sœurs imposer leurs lois pour éviter les problèmes. Sa voix au téléphone était hésitante, presque forcée. « Sophie, ma chérie, nous organisons une petite fête samedi. C'est pour Luc, il a eu une grosse promotion. Tout le monde sera là. Il faut que tu viennes. Une fête pour la promotion de Luc. » Bien sûr. Encore une occasion de célébrer la réussite, la vraie, celle qui se voit. J'ai failli refuser. La dernière fois que j'étais rentrée, c'était il y a plus d'1 an, et mon père m'avait gratifié d'un charmant « Tu ne comptes pas faire quelque chose de plus ambitieux de ta vie ?» alors que je sortais d'un service de 12 heures. Mais quelque chose dans la voix de ma mère m'a retenue. Une sorte de nervosité, comme si elle lisait un script. J'ai senti que je devais y aller. Pas par obligation,
mais par une sorte de pressentiment. Je ne savais pas encore que ce pressentiment était le prélude à la plus grande confrontation de ma vie. Je ne savais pas que cette simple réunion de famille allait devenir le théâtre d'un règlement de compte qui couvait depuis 30 ans. Qu'est-ce qui pouvait bien être si important pour que ma mère insiste à ce point? Ma décision de me rendre à cette fête n'a pas été facile à prendre. Une partie de moi, la partie qui avait appris à se protéger, me hurlait de rester à Bordeaux, dans mon petit appartement paisible, loin des jugements et des regards condescendants. Mais une autre partie, plus curieuse, plus forte peut-être, sentait que ce soir-là serait différent. J'ai donc accepté, en précisant bien que j'avais un service qui se terminait à 19h et que je ne pourrais pas arriver avant 20h. Ma mère a poussé un soupir de soulagement qui en disait long sur la pression qu'elle subissait. Le véritable avant-goût de la soirée est arrivé 2 jours plus tard. J'étais en pause déjeuner, en train de manger un sandwich rapidement entre 2 urgences, quand mon téléphone a sonné. C'était le numéro de la maison de mes parents. J'ai répondu, m'attendant à entendre ma mère. Allô? C'est maman, ma chérie. Juste pour te rappeler pour samedi. Sa voix était encore plus tendue que la dernière fois. En arrière-plan, j'entendais des bruits, des chuchotements. Puis, soudain, la voix a changé. C'était Camille. Elle avait clairement arraché le téléphone des mains de notre mère. Sophie? C'est moi. Écoute, pour samedi, essaie de faire un effort vestimentaire, d'accord? Le ton était mielleux, mais les mots étaient acérés comme du verre pilé. J'ai senti une boule se former dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire, Camille? Ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Oh, tu sais bien. Ne viens pas avec ta tenue d'infirmière. Ce n'est pas très approprié. Il y aura des amis importants de Luc, des gens de son nouveau poste. Tu comprends, l'image, tout ça. L'image. Toujours l'image. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir la colère qui montait en moi. Ma tenue d'infirmière. Cette tenue que je portais avec fierté. Cette tenue qui symbolisait des vies sauvées, des mains tenues, des larmes essuyées. Pour ma sœur, ce n'était qu'un costume de travail peu reluisant, une tache sur le tableau parfait qu'elle voulait présenter au monde. J'ai un service de 12 heures qui se termine juste avant, Camille. Je n'aurai pas le temps de rentrer chez moi pour me changer. Je viendrai comme je suis. Un long soupir théâtral a parcouru le combiné. Fais comme tu veux, Sophie. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu si les gens te regardent bizarrement. Puis elle a raccroché. Brutalement. Je suis restée assise là, mon sandwich à moitié mangé, le téléphone encore serré dans ma main. Ce n'était pas seulement une remarque sur mes vêtements. C'était une attaque contre ce que je suis, contre la vie que j'ai choisie. Elle voulait que j'aie honte. Elle voulait me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale, tout en bas. Cet appel aurait dû être le dernier avertissement. Il aurait dû me convaincre de ne pas y aller, de ne pas leur donner la satisfaction de me voir, de me juger. Mais au lieu de ça, il a allumé une nouvelle flamme en moi. Pas de la colère, non. C'était autre chose. Une sorte de détermination froide. J'irai à cette fête. Et je viendrai avec ma tenue de travail. Non pas par provocation, mais parce que c'était mon armure. C'était qui j'étais. Et si ça leur posait un problème, alors le problème venait d'eux, pas de moi. J'ai fini mon service ce samedi-là avec une énergie étrange. Le chaos habituel des urgences, les alarmes, les courses dans les couloirs, tout cela me paraissait plus simple, plus honnête que le champ de mine émotionnel qui m'attendait à Arcachon. En quittant l'hôpital, j'ai juste pris le temps de passer au vestiaire pour enfiler un pantalon et un haut propre, mais toujours mon uniforme de service. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict, comme toujours. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu une femme de 39 ans, fatiguée, avec des cernes sous les yeux, mais droite. Je n'étais pas la vedette de la famille. Je n'étais pas la plus belle. Mais je savais ce que je valais. En conduisant vers la maison de mon enfance, une question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi est-ce que je m'infligeais ça? Pourquoi est-ce que, malgré tout, une petite partie de moi espérait encore qu'un jour, il me voie? Pas l'infirmière. Pas la serviable. Juste Sophie.
Je ne savais pas que la réponse à cette question allait m'exploser au visage de la manière la plus inattendue qui soit. Comment peut-on être si aveugle à la valeur de son propre enfant? La maison de mes parents à Arcachon était exactement comme dans mes souvenirs, grande, impeccable, et froide. Les lumières brillaient de mille feux, la musique de salon flottait dans l'air, et les rires forcés résonnaient depuis le salon. En poussant la porte d'entrée, j'ai eu l'impression de reculer de 20 ans, redevenant cette adolescente invisible qui essayait de ne pas faire de vagues. J'étais arrivée avec 30 minutes de retard, comme prévu. La fête battait son plein. Le salon était bondé. J'ai reconnu quelques oncles et tantes, des cousins éloignés, mais aussi beaucoup de visages inconnus, sans doute les fameux « amis importants » de Luc. Personne n'a vraiment remarqué mon arrivée, à l'exception de ma mère qui m'a fait un petit signe de la main depuis la cuisine, l'air soulagé et inquiet à la fois. Je me suis dirigée vers le bar pour me servir un verre d'eau, espérant passer inaperçu le plus longtemps possible. C'est alors que la voix de mon père a retenti, forte et claire, traversant le brouhaha de la pièce. Il se tenait au centre d'un petit groupe d'hommes en costume, un verre de vin rouge à la main. Il m'a vu. Son regard a balayé ma tenue de haut en bas, un pli de dédain au coin de ses lèvres. Puis, il s'est tourné vers ses amis, et avec un petit rire condescendant, il a lancé la phrase. La phrase qui allait tout déclencher. Ah, voilà ma cadette. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence médicale. C'est juste une infirmière. Le temps a semblé s'arrêter. Même si le bruit de fond a continué, un silence glacial s'est installé autour de moi. Les quelques personnes qui m'avaient entendu ont détourné le regard, visiblement gênées. J'ai senti mes joues s'empourprer. Ce n'était pas une blague maladroite. C'était une déclaration publique. Une façon de me définir, de me rabaisser, de me mettre dans une case pour que tout le monde sache bien où était ma place. Juste, une infirmière. Ce petit mot, juste, était une gifle. Il annulait des années d'études, des milliers d'heures de travail acharné, des centaines de nuits blanches, des vies sauvées. Tout ça, réduit à « juste ». J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Camille. Elle se tenait près du buffet, magnifique dans sa robe de cocktail, et elle m'a souri. Un petit sourire satisfait, presque triomphant. Elle m'avait prévenu. C'était ma faute. J'aurais dû l'écouter. Mon frère Antoine, à côté d'elle, a ricané doucement dans son verre. C'était brutal. Public. Humiliant. À ce moment précis, j'avais deux choix, fondre en larmes et m'enfuir, ce qu'ils attendaient probablement, ou encaisser et faire face. Je suis curieuse, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous répondu tout de suite? Auriez-vous fait un scandale? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de lire vos réactions. Moi, j'ai choisi de ne rien faire. J'ai bu une gorgée d'eau, le cœur battant à tout rompre, mais le visage impassible. Des années de service aux urgences m'ont appris à garder mon calme sous la pression. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Je me suis dit que j'allais rester 1 heure, pour la forme, puis que je repartirais sur la pointe des pieds, comme j'étais arrivée. Je retournerais à ma vie, à Bordeaux, où mon travail était respecté, où j'étais respectée. J'ai commencé à me diriger vers la terrasse, cherchant un peu d'air frais pour calmer la tempête qui faisait rage en moi. C'est à ce moment-là que Luc, le héros de la soirée, s'est détaché d'un groupe et est venu vers moi, un grand sourire commercial aux lèvres. « Sophie. Te voilà enfin. Ça fait une éternité. » Il semblait n'avoir rien entendu de la remarque de mon père, ou alors il faisait semblant. Il m'a tendu la main. « Félicitations pour ta promotion, Luc, » ai-je dit d'une voix que j'espérais neutre. « Merci, c'est... » Il s'est arrêté net. Au milieu de sa phrase. Sa main serrait toujours la mienne, mais son regard s'était figé sur ma poitrine. Sur le badge d'identification de l'hôpital que j'avais oublié d'enlever, clipsé sur le col de ma blouse. Son sourire a disparu. Lentement, il a relevé les yeux de mon badge vers mon visage, puis de nouveau vers le badge. Une lueur de confusion, puis d'incrédulité, a traversé son regard. Il a lâché ma main comme si elle le brûlait. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir d'écrit sur ce simple badge pour provoquer une telle réaction? Le silence entre Luc et moi était devenu épais, palpable.
Il me fixait, les yeux écarquillés, la bouche légèrement entr'ouverte. Autour de nous, la fête continuait, mais notre petite bulle de réalité semblait s'être déformée. « Ça va, Luc ?» ai-je demandé, sincèrement confuse par sa réaction. Il n'a pas répondu. Il a fait un pas en arrière, comme s'il avait besoin de prendre de la distance pour mieux me voir. Puis, d'un geste fébrile, il a sorti son smartphone de sa poche. Ses doigts glissaient sur l'écran, tapant quelque chose rapidement. Le reste de la pièce a commencé à remarquer que quelque chose d'inhabituel se passait. Le rire de mon père s'est éteint. Camille a froncé les sourcils en direction de son mari. Luc a levé les yeux de son téléphone, et son visage a perdu toute couleur. Il était blanc comme un linge. « Attendez » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Le badge. Il est écrit « Sophie Martin, infirmière principale, urgence CHU Bordeaux ?» J'ai hoché la tête, toujours sans comprendre. Oui, c'est mon poste. Pourquoi? Il a secoué la tête, comme pour chasser une idée folle. Il a de nouveau regardé son écran, puis moi. Vous êtes cette Sophie Martin? Le « cette » était prononcé avec une telle emphase, une telle incrédulité, que même moi, j'ai commencé à douter de ma propre identité. La curiosité a finalement pris le dessus sur l'agacement de Camille. Elle s'est approchée de nous, son verre de champagne à la main. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement. » C'est Sophie, ma sœur. Tu la connais. Luc ne l'a pas regardée. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. Non, a-t-il dit lentement, je crois que je ne la connaissais pas du tout. Puis, il a fait quelque chose qui a capté l'attention de toute la pièce. Il a tourné son téléphone vers Camille, puis vers mon père qui s'était rapproché, l'air irrité. Sur l'écran, il y avait la photo d'un article de presse du grand journal régional, Sud-Ouest. La photo était un peu floue, prise dans le feu de l'action. On y voyait une femme en tenue de bloc, avec un masque et une charlotte, debout près d'un brancard. Cette femme, c'était moi. Le titre de l'article barrait l'écran en grosses lettres, « Accident de la 63, l'infirmière en chef du CHU de Bordeaux sauve sa vie grâce à une décision courageuse. » Un silence de mort est tombé sur le salon. On aurait pu entendre une mouche voler. Je me souvenais de cet article. Il datait d'il y a 2 semaines. Il relatait une nuit d'horreur, un carambolage monstre sur l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne. Une nuit où les urgences avaient été submergées par un afflux de blessés graves. Une nuit où j'avais dû prendre, seule, une décision radicale pour éviter que tout le service ne s'effondre. Je n'en avais parlé à personne dans ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Il ne s'était jamais intéressé aux détails de mon travail, sauf pour le dénigrer. La voix de Luc a brisé le silence. Elle était remplie d'un respect, d'une admiration que je n'avais jamais entendue chez aucun membre de ma famille. Cet article, il a été partagé dans toute ma boîte. Le PDG l'a envoyé à tout le monde. Il a fait une pause, son regard allant de moi à mon père. Le neveu du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine était dans l'un des véhicules. Un de nos plus gros clients. Il a failli y passer. Il a pointé son doigt tremblant vers l'écran. Les médecins ont dit que si les urgences n'avaient pas été réorganisées en un temps record, il serait mort. L'article dit que c'est l'infirmière principale de garde cette nuit-là qui a tout coordonné. Il m'a regardé à nouveau, comme s'il me voyait pour la première fois. C'était vous. C'est vous qui avez pris la décision de dérouter les ambulances moins graves vers une autre aile de l'hôpital pour libérer tout le plateau technique pour les polytraumatisés. C'est ça? J'ai simplement hoché la tête. C'est mon travail, Luc. Votre travail, a-t-il répété, presque abasourdi. Sophie, le préfet en personne organise une cérémonie à l'hôpital la semaine prochaine pour honorer l'équipe. Il vous cherche. Il vous appelle l'héroïne de la 63. Le mot « héroïne » a résonné dans le salon silencieux comme un coup de tonnerre. J'ai vu la mâchoire de mon père se contracter. Le sourire de Camille s'était effacé, remplacé par une expression de pure stupéfaction. Antoine avait posé son verre, l'air complètement déconcerté. Le masque venait de tomber. Leur « juste une infirmière » était soudainement devenue une héroïne aux yeux du monde extérieur. Et il ne savait absolument pas comment réagir.
Leur silence était-il dû au choc, ou à l'humiliation de s'être trompée à ce point? Le choc initial passé, la première à réagir fut Camille. Et sa réaction n'était pas celle que l'on pourrait attendre d'une sœur. Il n'y avait ni fierté, ni joie. Il y avait de l'agacement. De la jalousie. Elle a arraché le téléphone des mains de Luc. Arrête ton cinéma, Luc. C'est juste un article de journal. Tu sais comment sont les journalistes, ils adorent en faire des tonnes. Elle m'a jeté un regard noir. Elle est infirmière depuis toujours. Ce n'est pas comme si elle avait découvert un vaccin. Chaque mot était une tentative désespérée de minimiser ce qui venait de se passer, de me remettre à ma place, dans la petite boîte où elle m'avait toujours enfermée. Antoine a immédiatement renchéri, retrouvant sa suffisance habituelle. Il a fait un pas en avant, un sourire narquois aux lèvres. Camille a raison. Sans vouloir t'offenser, Sophie, mais il ne faut pas tout mélanger. Tu faisais partie d'une équipe, non? Tu n'as pas sauvé ces gens toute seule avec tes petites mains. Le mépris dans sa voix était palpable. Pour eux, j'étais et je resterai toujours la petite sœur insignifiante. Peu importait ce que disait un article de journal ou même un préfet. Leur perception de moi était gravée dans le marbre. Pendant des années, j'aurais baissé la tête. J'aurais murmuré un « oui, bien sûr », et je me serais effacée. Mais pas ce soir. Ce soir, la remarque de mon père, suivie du déni haineux de ma sœur et de mon frère, avait brisé quelque chose en moi. La digue de ma patience venait de céder. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux. Ma voix est sortie, calme, posée, mais tranchante comme une lame de scalpel. Non, Antoine. Je n'ai pas opéré les gens moi-même. Mais j'ai pris une décision que personne d'autre n'osait prendre. Cette nuit-là, nous avions 3 salles de déchocage et 6 blessés en urgence absolue qui arrivaient en même temps. C'était le chaos total. Les chirurgiens étaient paralysés par le manque de place. J'ai pris sur moi de dérouter toutes les ambulances avec des cas moins critiques vers une autre unité, contre l'avis initial de l'administrateur de garde. Cette décision a libéré 2 salles d'opération et le bloc de radiologie interventionnelle. Selon le rapport du chef de service, cette décision a directement sauvé la vie de 3 de ces 6 personnes. Ce n'était pas de la chance. C'était une décision basée sur 15 ans d'expérience. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Luc me regardait avec une admiration non dissimulée. Il s'est tourné vers son beau-père. Vous entendez ça, Gérard? Votre fille a empêché un hôpital de sombrer dans le chaos pendant une catastrophe. Ce n'est pas un article de complaisance. C'est un acte de bravoure. Mon père a finalement parlé. Il a croisé les bras, adoptant l'air exaspéré qu'il prenait toujours quand on le contredisait. C'est bien, c'est bien. Mais je trouve que tout cela est un peu dramatique. On ne va pas lui décerner le prix Nobel. Elle a fait son travail. C'est une infirmière. Elle a choisi cette voie. Tu agis comme si elle dirigeait une entreprise du CAC 40. La piqûre. Toujours la même. La comparaison avec le monde des affaires, le seul qui avait de la valeur à ses yeux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, non pas de tristesse, mais de rage. Une rage froide et lucide. J'ai regardé autour de moi. Ma mère était toujours dans la cuisine, faisant semblant de s'affairer près de la machine à café, mais je voyais son reflet dans la vitre. Elle écoutait, pétrifiée. Complice par son silence. C'est à ce moment que j'ai compris. J'ai compris que je ne pourrais jamais gagner. Je pourrais sauver la terre entière, ils trouveraient toujours un moyen de diminuer mes accomplissements. Parce que le problème, ce n'était pas moi. C'était eux. C'était leur vision étriquée du monde. Tu sais, papa, ai-je commencé, ma voix tremblant à peine, pendant des années, j'ai cru que si je travaillais assez dur, si je faisais quelque chose d'assez exceptionnel, tu finirais par être fier. Je vois ce soir que je me suis trompée. Oh, ça y est, a ricané Camille. Sainte Sophie la martyre fait son apparition. Cette remarque était celle de trop. C'était le moment de vérité. Le moment où j'allais devoir choisir entre continuer à subir ou tracer une ligne définitive dans le sable. Allais-je enfin oser leur dire ce que je gardais sur le cœur depuis toutes ces années?
Le ricanement de Camille a agi comme un détonateur. Toute la fatigue, toute la frustration, toutes les années d'humiliation silencieuse ont fusionné en une seule pensée claire et nette, ça suffit. Je me suis tournée vers elle, et pour la première fois, je ne voyais plus ma petite sœur, mais une étrangère. Une martyre, Camille? Vraiment? Est-ce qu'une martyre est quelqu'un qui passe des nuits de Noël à tenir la main d'un vieil homme qui meurt seul parce que sa famille est trop occupée à faire la fête? Est-ce que c'est quelqu'un qui annonce à une mère que son fils ne rentrera pas à la maison? Est-ce que c'est ça, ton idée d'une martyre? Elle a reculé d'un pas, surprise par la dureté de ma voix. Je me suis ensuite tournée vers mon père. Tu parles du CAC 40 comme si c'était le Saint Graal. Sais-tu combien de PDG du CAC 40 j'ai vu s'effondrer en larmes dans mes couloirs parce que tout leur argent ne pouvait pas acheter la santé d'un être cher? Ta vision de la réussite est si limitée, si pauvre. Tu passes à côté de l'essentiel. Mon père a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. Non. Laisse-moi finir. Pour une fois, tu vas écouter. Un silence stupéfait s'est emparé de la pièce. Jamais, au grand jamais, je ne m'étais adressé à lui de cette façon. Pendant des années, j'ai eu honte. Pas de mon métier. J'ai toujours su qu'il était important. J'avais honte à cause de vous. À chaque dîner, quand on me demandait ce que je faisais, je voyais ton regard, papa. Le petit soupir, le sourire en coin. Juste une infirmière. Tu l'as dit quand j'ai été acceptée à l'école. Tu l'as dit quand j'ai eu mon diplôme. Tu l'as dit ce soir. C'est devenu la bande-son de ma vie. Je ne déforme pas mes mots, a-t-il finalement articulé, visiblement déstabilisé. Je n'ai jamais dit que tu ne faisais pas de ton mieux. Tu n'as jamais eu besoin de le dire, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. Tes silences, tes soupirs, tes comparaisons constantes avec Antoine, tout était clair. Si ça ne brille pas, si ça ne peut pas être résumé par une vantardise lors d'un cocktail, ça n'a aucune valeur. Antoine s'est éclairci la gorge. Bon, ça va, on a compris. Ça tourne au procès. Un procès, ai-je dit en me tournant vers lui. Tu veux parler de procès, Antoine? Parlons-en. Parlons de toutes les fois où tu t'es moqué de moi parce que je ratais un événement familial à cause d'un service de nuit. Tu te souviens de ta blague sur le fait que nettoyer le sang sur mes chaussures ne devait pas valoir le gratin manqué? Ou pendant la pandémie, quand tu as dit que j'étais dramatique et que les infirmières ne faisaient que leur travail? Il a détourné le regard, mal à l'aise. J'ai pris une profonde inspiration. Alors oui, je suis restée silencieuse pendant des années. Mais pas parce que je n'avais rien à dire. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que peut-être, un jour, je ferais quelque chose de si irréfutablement bien que vous me verriez enfin. Mais j'avais tort. Ce n'est pas une question de ce que je fais. C'est une question de ce que vous êtes. C'est à ce moment que j'ai pris une décision. Une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. J'ai ouvert mon sac à main. À l'intérieur, il y avait 2 enveloppes. J'en ai sorti une. Je l'ai tendue en direction de Camille. Sa fille, Manon, m'avait confié l'année dernière qu'elle rêvait de devenir puéricultrice. Touchée, j'avais passé des semaines à lui organiser un stage d'observation d'1 semaine dans le service de néonatologie de l'hôpital, avec une de mes meilleures collègues. J'avais même prévu de couvrir tous ses frais de transport et de logement à Bordeaux. L'enveloppe contenait tous les détails. Ça, Camille, c'était pour Manon. Elle a froncé les sourcils, ne comprenant pas. J'ai lentement, délibérément, déchiré l'enveloppe en 2, puis en 4. J'ai laissé les morceaux de papier tomber sur la table basse. C'était. Ce n'est plus. Le bruit du papier déchiré a été plus assourdissant que n'importe quel cri. Que allais-je faire de la 2e enveloppe? Le visage de Camille s'est décomposé. La colère a laissé place à une incrédulité totale. Mais, pourquoi? C'était son rêve. Tu n'as pas le droit, a-t-elle balbutié. Le droit, ai-je répété, un calme glacial s'emparant de moi. Parlons de droit, Camille. Tu penses avoir le droit de me dénigrer, de m'humilier, de me dire comment m'habiller, et ensuite d'accepter mes cadeaux et mes services comme si de rien n'était? Tu penses que tout est dû? La réponse est non.
Je n'offrirai pas une opportunité aussi précieuse à une jeune fille élevée par une mère qui méprise si profondément le métier qu'elle aspire à faire. Je donnerai cette place à un étudiant en soins infirmiers dont la famille n'a pas les moyens de le soutenir. Quelqu'un qui comprendra la valeur de ce cadeau. Luc, qui était resté silencieux jusqu'à présent, regardait sa femme avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de déception et de dégoût. « Tu ne m'avais jamais parlé de ce stage », a-t-il dit à Camille d'une voix sourde. Parce que, ce n'était pas confirmé, a-t-elle menti, paniquée. Non, Camille, ai-je corrigé. C'est parce que pour toi, l'aide de ta grande sœur, juste une infirmière, est quelque chose de normal, d'acquis. Quelque chose qu'on ne mentionne même pas, puis, j'ai sorti la deuxième enveloppe de mon sac. Celle-ci était plus épaisse. Je l'ai tenue en l'air pour que tout le monde puisse la voir. Et ça, c'est mon avenir. Antoine a laissé échapper un petit rire nerveux. Quoi, tu changes d'hôpital? Tu as trouvé un poste mieux payé de 100 € par mois? J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois de la soirée. Pas exactement. Suite à l'article, j'ai été contactée par l'Agence régionale de santé. Cette enveloppe contient une lettre d'offre pour un poste de consultante en stratégie et organisation des soins d'urgence. C'est un contrat de 2 ans. Je vais être chargée d'auditer et d'optimiser les services d'urgence de 5 hôpitaux de la région. Je vais former les nouvelles équipes au leadership en situation de crise. J'ai marqué une pause, savourant le silence total qui régnait dans la pièce. Et pour répondre à ta question, Antoine, le salaire de base, sans compter les primes, est supérieur à ce que tu as gagné pendant tes 5 premières années dans la finance. Le visage de mon frère a blêmi. J'avais touché le seul nerf qui comptait pour lui, l'argent. Mais ce n'est pas pour ça que je vous le dis, ai-je continué, ma voix retrouvant son calme. L'argent, le statut, c'est votre langage, pas le mien. Je vous le dis pour que vous compreniez. Je vous le dis parce que c'est un adieu. Un adieu? Ne sois pas si dramatique, a lâché mon père, mais sa voix manquait d'assurance. Ce n'est pas du drame. C'est une constatation. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer d'obtenir de vous des miettes d'approbation. J'ai couru après une reconnaissance qui n'est jamais venue et qui ne viendra jamais. Ce soir, j'ai compris pourquoi. Vous ne pouvez pas me donner quelque chose que vous n'avez pas en vous, le respect pour ce qui est différent de vous. Je me suis tournée vers ma mère, qui pleurait silencieusement dans son coin. Et toi, maman? Chaque fois que je rentrais à la maison en larmes à cause d'une de leurs remarques, tu me disais de laisser tomber. Tu disais ne fais pas de vagues. Tu appelais ça maintenir la paix. Mais ce n'était pas la paix. C'était la lâcheté. Tu as choisi ton confort plutôt que de défendre ta propre fille. Ses sanglots ont redoublé, mais elle n'a rien dit. Elle ne disait jamais rien. J'ai remis la lettre d'offre dans mon sac et j'ai ajusté la sangle sur mon épaule. J'ai fini. Je ne participerai plus à cette mascarade. Je ne viendrai plus aux réunions de famille. N'attendez plus de nouvelles de moi pour les anniversaires ou pour Noël. J'ai besoin de construire ma vie loin de cette toxicité. J'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée, le cœur battant la chamade mais l'esprit étrangement serein. J'avais tout dit. Il n'y avait plus rien à ajouter. Alors que ma main se posait sur la poignée de la porte, une dernière voix s'est élevée. Mais ce n'était pas celle que j'attendais. La voix qui a brisé le silence n'était ni celle de mon père, ni celle de mon frère. C'était celle de Luc. Il a fait un pas en avant, se plaçant entre moi et le reste de la famille. Il ne me regardait pas. Il regardait sa femme, Camille. Sa voix était basse, mais chargée d'une intensité nouvelle, une intensité que je ne lui avais jamais connue. Camille. Regarde-moi. Elle a levé les yeux vers lui, l'air perdu. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. De quoi tu parles, a-t-elle balbutié. Depuis combien de temps est-ce que tu sais? Tu savais pour l'article. Tu savais ce que ta sœur avait accompli. Tu savais qu'elle était considérée comme une héroïne par des gens que j'essaie d'impressionner depuis des mois. Et non seulement tu ne m'as rien dit, mais tu l'as laissé se faire humilier par ton père ce soir. Tu as même participé. Pourquoi? Camille était prise au piège. Elle a jeté un regard paniqué vers notre père,
cherchant du soutien, mais il était aussi décontenancé qu'elle. Mais, je ne pensais pas que c'était si important, s'est-elle défendue. C'est son travail, après tout. Luc a secoué la tête, un sourire amer aux lèvres. Pas important? Camille, j'ai passé les 2 dernières semaines à essayer d'obtenir un rendez-vous avec le chef de cabinet du préfet. J'ai fait des pieds et des mains. Et pendant tout ce temps, ma propre belle-sœur était la personne dont tout son cabinet parlait. Tu te rends compte de la situation? Tu te rends compte de ce que ton silence et ton mépris disent de toi? Il a fait une pause, son regard balayant la pièce. J'ai toujours su que votre famille avait une dynamique particulière. Je mettais ça sur le compte de la compétition fraternelle, des vieilles habitudes. Mais ce soir, je vois que c'est bien plus que ça. C'est de la cruauté. Une cruauté sournoise, déguisée en blague et en soupir exaspéré. Il s'est tourné vers mon père. Et vous, Gérard? Vous êtes tellement obsédé par l'image, par le statut, que vous n'avez même pas vu le trésor que vous aviez sous les yeux. Vous parlez du CAC 40, mais votre fille a plus de courage, d'intégrité et de leadership dans son petit doigt que tous vos amis PDG réunis. Mon père est devenu pourpre. Je te demande pardon? Tu es dans ma maison, jeune homme. Et je suis sur le point d'en partir, a rétorqué Luc calmement. Il s'est de nouveau tourné vers Camille. Son visage était grave. J'ai besoin de temps, Camille. J'ai besoin de réfléchir. À nous. À la personne que tu es devenue. Ou peut-être la personne que tu as toujours été et que je n'ai pas voulu voir. Le visage de Camille est devenu blanc. Quoi? Mais, c'est la soirée de ta promotion. On doit fêter ça. Fêter quoi, a-t-il dit, sa voix se brisant presque. Le fait que je suis mariée à quelqu'un qui est incapable de se réjouir du succès de sa propre sœur? Le fait que j'ai participé, par mon silence, à cette mascarade pendant des années? Non. Il n'y a rien à fêter ce soir. Sans un mot de plus, il a attrapé sa veste sur le dossier d'une chaise et s'est dirigé vers la porte, passant à côté de moi. Il s'est arrêté un instant, a posé une main sur mon épaule et a murmuré « Je suis sincèrement désolé, Sophie. Et félicitations. Vous le méritez. » Puis, il est sorti. La porte s'est refermée derrière lui dans un claquement sec qui a résonné dans le silence de mort du salon. Je suis resté là, figé, la main toujours sur la poignée. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais jamais imaginé que mon départ provoquerait une telle implosion. Camille s'est effondrée en larmes sur le canapé. Ma mère s'est précipitée vers elle. Antoine a disparu dans le couloir, fuyant comme à son habitude. Mon père, lui, était toujours debout, immobile. Il me fixait. Dans ses yeux, je n'ai vu ni regret, ni remords. Juste une colère froide. « Tu es contente de toi ?» a-t-il sifflé entre ses dents. « Tu as tout gâché. » J'ai secoué la tête. « Non, papa. Je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de jouer votre jeu, et sur ces mots, j'ai ouvert la porte et je suis parti. Pour de bon. La guerre était-elle enfin terminée, ou n'était-ce que le début d'autre chose? En quittant la maison de mes parents ce soir-là, je m'attendais à ressentir un tourbillon d'émotions, de la tristesse, de la colère, peut-être même du regret. Mais à ma grande surprise, la seule chose que je ressentais était un immense, un profond soulagement. C'était comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant 30 ans et que je venais enfin de le déposer. L'air de la nuit à Arcachon n'avait jamais semblé si frais, si léger. Le trajet de retour vers Bordeaux s'est fait en silence. Pas de musique, juste le bruit du moteur et le défilement des lumières sur l'autoroute. J'ai repassé la soirée dans ma tête, chaque mot, chaque regard. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme quelqu'un qui avait repris le contrôle de son propre récit. Les jours qui ont suivi ont été étranges, marqués par les échos de l'explosion que j'avais laissée derrière moi. Le premier à se manifester fut Luc. Il m'a envoyé un SMS le lendemain matin. C'était court, mais sincère. Sophie, encore une fois, pardon. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses hier soir. Je te souhaite le meilleur pour ton nouveau poste. Tu es une personne remarquable. Je l'ai remercié poliment, mais je n'ai pas cherché à en savoir plus.
Leurs problèmes de couple ne me concernaient pas. J'ai appris plus tard, par un cousin, qu'il avait pris un appartement temporaire à Bordeaux et qu'il avait entamé une thérapie de couple avec Camille. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, et honnêtement, ça m'est égal. La deuxième manifestation est venue de Camille, une semaine plus tard. Un seul message, dégoulinant de reproches et d'apitoiements sur son sort. À cause de toi, mon mariage est en danger. Tu as toujours été jalouse de moi et tu as enfin réussi à tout détruire. J'espère que tu es fière de toi. J'ai lu le message, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de culpabilité. Juste de la pitié. Elle était tellement incapable de se remettre en question qu'il lui fallait absolument un coupable. J'ai effacé le message sans y répondre. Antoine, sans surprise, est resté silencieux. Pas un appel, pas un message. Dans son monde, les problèmes qui ne peuvent être résolus par un virement bancaire n'existent tout simplement pas. M'ignorer était sa façon de nier mon existence, et par extension, sa propre attitude méprisable. La tentative la plus pathétique est venue de ma mère. Elle a laissé un long message vocal sur mon répondeur, sa voix brisée par les sanglots. Sophie, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. La famille se déchire. Ton père ne décolère pas, Camille est inconsolable. Il faut que tu arranges les choses. Les choses étaient si simples avant. Tu me manques. Les choses étaient simples avant. Cette phrase m'a frappée. Simple pour qui? Pour elle, oui. Simple parce que je supportais tout en silence. Simple parce que je ne faisais pas de vagues. Son appel à arranger les choses n'était pas un appel à la réconciliation. C'était une demande pour que je reprenne mon rôle de paratonnerre familial, pour que tout redevienne normal. J'ai sauvegardé le message, comme une preuve, puis je l'ai effacé de ma boîte de réception. Je ne l'ai jamais rappelé. Pendant ce temps, ma nouvelle vie commençait. J'ai démissionné de mon poste au CHU, non sans un pincement au cœur, et j'ai pris mes nouvelles fonctions à l'ARS. Le travail était passionnant, stimulant. Je n'étais plus dans le feu de l'action, mais je travaillais en amont, pour que l'action soit plus efficace. Je rencontrais des directeurs d'hôpitaux, des chefs de service, des politiciens. Et pour la première fois, on m'écoutait. Mon expérience sur le terrain avait une valeur inestimable pour eux. On ne me demandait pas mon avis, on le sollicitait. On me respectait. J'ai trouvé une nouvelle famille. Une famille professionnelle, basée sur la compétence et le respect mutuel. Mes nouveaux collègues sont devenus mes amis. Nous partageons la même passion, la même volonté d'améliorer le système de santé. Un soir, après une longue journée de travail, je suis allé boire un verre avec une jeune recrue que je formais. Elle m'a regardé avec des yeux admiratifs et m'a dit, « Sophie, j'espère qu'un jour, j'aurai votre assurance et votre expertise. » Ce simple compliment, sincère et spontané, a eu plus de valeur pour moi que toutes les années passées à mendier l'approbation de ma famille. Avais-je vraiment besoin d'une dernière preuve que j'avais pris la bonne décision? L'univers allait bientôt me l'apporter. Plusieurs mois ont passé. Ma vie avait trouvé un nouvel équilibre, une nouvelle sérénité. Mon travail m'épanouissait pleinement. J'avais été invitée à prendre la parole lors d'une grande conférence nationale sur la gestion des crises sanitaires. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais négligés, trop absorbés par le drame familial permanent. Je me sentais plus légère, plus moi-même que je ne l'avais jamais été. Le contact avec ma famille était rompu. J'avais changé de numéro de téléphone et je n'ouvrais plus les courriers venant d'Arcachon. C'était une coupure nette, chirurgicale. C'était la seule façon de guérir. La confirmation finale, la preuve irréfutable que ma décision était la bonne, est venue d'une source inattendue, un cousin éloigné que j'ai croisé par hasard dans un train entre Bordeaux et Paris. C'est un homme gentil, qui a toujours été en marge de la branche principale et arrogante de la famille. Après les salutations d'usage, il m'a regardé avec un air un peu gêné. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, à la fête de Luc, a-t-il commencé. Et de ton nouveau travail. C'est formidable, Sophie. Vraiment. Merci, Marc, ai-je répondu, un peu sur la réserve. Écoute, je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais je pense que tu dois savoir. J'étais à un gala de charité à Arcachon le mois dernier.
Ton père y était. À un moment, un conseiller municipal est venu le voir et l'a félicité pour ta nomination à l'ARS, en disant que la ville était fière de toi. J'ai retenu mon souffle, attendant la suite. Marc a secoué la tête, l'air désolé. Ton père? Gérard, il a eu un petit rire et il a répondu, ah, vous savez, les jeunes. Elle est partie faire de la paperasse administrative. Elle a toujours aimé courir partout, ça l'occupe. J'ai fermé les yeux. Je ne ressentais même plus de douleur. Juste une immense lassitude. Et une certitude absolue. Il ne changerait jamais. Jamais. Dans son esprit, je serai toujours la petite infirmière agitée, et mon succès ne sera jamais qu'une anecdote administrative. Il était incapable de voir la vérité, incapable de ressentir de la fierté. Sa vision du monde était une prison, et il en était le prisonnier le plus zélé. J'ai remercié Marc de son honnêteté. Cette dernière anecdote n'était pas une blessure de plus. C'était une libération. Le dernier fil qui me reliait émotionnellement à eux venait d'être coupé. Je suis arrivée à Paris ce jour-là avec un sentiment de paix totale. Ma vengeance, si on peut l'appeler ainsi, n'a pas été ma réussite professionnelle, ni l'implosion de leur soirée parfaite. Ma plus grande vengeance a été mon indifférence. Ma plus grande victoire a été ma paix intérieure. J'ai complètement disparu de leur monde. Ils se sont retrouvés avec ce qu'ils chérissaient le plus, eux-mêmes, leur hiérarchie basée sur l'argent et les apparences, et le vide de leurs relations. Et moi, j'ai avancé. Pas amère, pas en colère. Libre. Aujourd'hui, j'ai une carrière dont je suis fière, des amis qui sont devenus ma véritable famille, et un avenir qui m'appartient entièrement. Je ne regarde plus en arrière. Mon histoire est un rappel que parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de savoir partir. C'est reconnaître que l'on ne peut pas forcer les gens à nous voir, mais que l'on peut choisir de s'entourer de ceux qui le font sans effort. Et vous, qui m'avez écouté jusqu'au bout, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû vous battre pour que votre propre valeur soit reconnue par vos proches? Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de couper les ponts pour vous préserver? Partagez votre histoire ou vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences sont précieuses et peuvent aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.